On en parlait tout à l'heure avec Jean Garrigue. Il y avait deux discours, c'était assez intéressant. Joe Biden qui, lui, évidemment, vise la réélection face à Trump dans quelques mois. Et puis Emmanuel Macron qui prononce un discours très européen, très européiste face au populisme qui est en train de merger dans certains pays d'Europe. Il veut éviter ça. Antonin André, c'était évidemment à 4 jours des européennes un discours attendu. Oui, évidemment, l'Europe, c'est, souvenez-vous, l'élection d'Emmanuel Macron qui arrive sur l'hymne européen. Place de la joie. Absolument. Devant la pyramide du Louvre. Et il a voulu mettre ses pas dans les pas des grands bâtisseurs de l'Europe, qui étaient Delors, Mitterrand et Kohl à leur façon, Schuman. Mais je pense, il y a chez Emmanuel Macron, comment dirais-je, il mésestime, je pense, la culture et les frictions affectives et les concurrences entre les peuples. C'est-à-dire qu'il sous-estime l'importance de respecter d'une certaine façon les spécificités de chacun, ce que l'Union européenne s'échine à gommer, parce qu'effectivement, en noyant dans une union économique et de libre-échange qui a été principalement l'œuvre de l'Europe, la spécificité des peuples, il y a une dimension politique, culturelle, affective qui n'existe pas. Et je me mets à la place d'Emmanuel Macron, qui, je trouve, parfois surjoue un peu. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il est sur une scène de théâtre et qu'il a cette espèce de rôle, de grandiloquence, de parler de l'histoire. Mais je me mets un peu à sa place. Quel échec! Quel échec! Je veux dire, 2017, l'hymne européen, vous n'aurez plus aucune raison de voter pour les extrêmes. Et aujourd'hui, dimanche, sans doute, peut-être que les populistes seront majoritaires en Europe. Quel échec! Georges Fenech, sur cette analyse. Avez-vous remarqué, Pierre, que nous parlons de construction européenne depuis 70 ans, quoi. Ouais. On construit depuis 70 ans. Il y a un moment, il faut que l'édifice tienne. La construction... Après, on a élargi, il y a eu des extensions, hein, si j'ose dire. Sauf qu'entre-temps, il y a eu, ne l'oublions pas, un Brexit. Et de taille. La Grande-Bretagne qui quitte... Un pays, alors que combien en ont rejoint? Il y a eu l'Europe à 6, l'Europe à 10... C'était un des pays fondateurs. Des 27. C'était un des 6 pays fondateurs. Bien sûr. Pour vous dire quoi? Je me réjouis pas de cette situation. Pour vous dire que l'Europe va mal. L'Europe va très très mal, institutionnellement. Il y a beaucoup de contestations de cette Europe qui fonctionne mal. On rappellera au passage la crise agricole, entre autres. Mais où est l'Europe de la défense? Où est l'Europe unie sur un plan de la diplomatie étrangère? Et vous savez qui est le commissaire pour les affaires étrangères européennes? Non. Mais vous le savez? Non, vous le savez. Oui, c'est Josep Borrell. Voilà, oui, c'est lui. Borrell, effectivement. Mais vous voyez, l'hésitation. Où est cette Europe? Moi, je crois que aujourd'hui, sans tomber dans le qualificatif de populiste, il y a effectivement une volonté des peuples de réaffirmer peut-être une Europe des nations, tout simplement. Une Europe des nations avec un partage en commun de nos valeurs européennes, de démocratie, de liberté, d'égalité, bien entendu. Mais telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, cette Europe est trop éloignée des Européens. Elle est trop pas assez démocratique. Est-ce que c'est la faute à Madame von der Leyen, puisque c'est une musique qu'on commence à entendre depuis quelques semaines maintenant, à droite comme à gauche, c'est-à-dire que à la fois Monsieur Bardella et à la fois Manon Aubry ou Léon Desfontaines ou qui voulait, et dans d'autres pays cela aussi. Et dans d'autres pays. Est-ce qu'il y a un establishment européen qui est critiqué pour son manque d'avancée ou son manque d'audace? Non, alors, moi je vois pas les choses de la même façon. Antonin André. Par ailleurs, je me permets, cher Georges, d'apporter une correction. La Grande-Bretagne n'est pas fondateur de l'Union européenne. Elle n'était pas au départ. Elle est arrivée en 75, c'est la France, l'Italie, mais elle n'était pas dans les pays fondateurs. Et d'ailleurs, la reine d'Angleterre a fait beaucoup pour l'intégration de la Grande-Bretagne vous avez raison dans l'Union européenne. Moi, je pense que puis ils n'ont jamais intégré la zone euro non plus. L'Europe est un très beau projet et un projet qui est censé et qui était la promesse à la fois de la paix et de l'enrichissement des peuples. Le problème, c'est que l'effondrement du mur de Berlin, la fin de la guerre froide et l'intégration au pas de charge de pays qui ont des normes sociales, des niveaux de vie très inférieurs, n'ont pas été assez accompagnés et assez traités d'une certaine façon. On ne s'est pas donné les moyens de faire en sorte que ces pays avec lesquels on était en décalage de façon, surtout sur les normes sociales, sur les normes économiques, sur la productivité, sur le droit, on ne s'est pas donné les moyens de prendre le temps de les hisser à notre niveau pour pouvoir avoir des intérêts communs. Et finalement, l'idée de dire
nous sommes des Européens, il y a une identité européenne, donc mettons un peu sous le boisseau nos spécificités culturelles, mais en échange, on sera plus fort, on sera plus puissant, on sera plus émancipé, on sera plus libre. Cette promesse, c'est la faillite de l'Europe. Et ça fait, je dirais que depuis Delors, en gros, l'Europe s'est arrêtée et s'est embourbée dans un élargissement sans fin, sans avoir de projet politique et de vision commune. Mais est-ce que c'était une erreur de relier justement le débarquement de 1944 à l'idée de la construction européenne? Est-ce que c'est un peu capillotracté, comme on dit aujourd'hui? La construction européenne, alors là, j'espère que je ne ferai pas d'erreur historique, vous avez bien fait de me reprendre. La CEE... Vous avez confondu avec le Commonwealth. La CECA, le Comité économique du charbon et de l'acier, c'était bien ça, c'était pour éviter à l'avenir toute guerre en mettant en commun les armes, enfin le charbon et l'acier. C'était bien ça. Oui, donc il y a un lien direct entre les événements de la Seconde Guerre mondiale et la décision de grands responsables politiques, vous l'avez appelé, des grandes personnalités comme Monnet par exemple, de créer cette Europe qui nous protège de conflits. Oui, enfin, en attendant l'Europe de la défense, vous remarquerez qu'on piétine, qu'elle est dans la tête des Français, et qui d'autre? Pas grand monde. Il y a eu des tentatives avec la Grande-Bretagne, justement. Les accords de Saint-Malo. On devait avoir un porte-avions en commun. Nicolas Sarkozy a essayé de pousser et d'initier cette Europe de la défense en mettant en commun, en fait, les deux puissances nucléaires de l'Europe pour arriver à bâtir autour d'elle une sorte d'armée commune. Je suis pas sûr que cette idée d'une défense européenne commune soit nécessaire, en réalité. On peut très bien organiser des opérations conjointes, il y a la structure de l'OTAN. Je ne suis pas sûr que l'Europe de la défense soit un sujet. Pour revenir d'un mot quand même sur ce que vous disiez sur l'Ukraine et sur la proximité des élections européennes, moi je pense qu'Emmanuel Macron commet une erreur politique. C'est-à-dire que dans cette journée de commémoration, il y a notamment eu un moment où on évoquait la construction européenne, avec à la fin le Parlement européen en image subliminale. Bon, je pense que voilà, et quand on dit les jeunes n'ont pas le sens de la patrie, n'ont pas le sens de l'histoire, manque de référence, et que on leur offre cette espèce de mélange. Alors c'est le débarquement, la libération, et puis en même temps il y a Zelensky qui est là, la Russie n'est pas là, et puis il y a les élections européennes, donc on va mettre une image du Parlement européen. Honnêtement, je trouve que politiquement c'est un peu erratique. Ouais. Il y a un message subliminal. C'est évident que... mais ça veut dire en gros que tous les coups sont permis et ils ne devraient pas l'être. C'est pas ce que j'ai dit. Il y a un message subliminal qui vaut ce qu'il vaut, mais ce qui me gêne le plus, c'est sa prise de parole dans quelques minutes. Là, c'est, à mon avis, une prise de parole qui... d'ailleurs sera décomptée en partie par l'ARCOM, qui montre bien que là, on s'investit directement dans la campagne. Et en fonction du scrutin qui sortira, l'exécutif, le chef de l'État, ne pourra pas s'exonérer d'une responsabilité politique dans le résultat. Il y aura donc des conséquences majeures sur le plan intérieur, compte tenu du niveau de l'implication du chef de l'État et de son gouvernement dans cette campagne.